Dans ce reportage, j'explore une découverte majeure des vestiges gaulois enfouis sous la plage d'Urville-Nacqueville. Floriane Anger-Valogne, directrice du Tour Maison de la Hague, m'y accueille et évoque la valeur patrimoniale de ce lieu et son rôle dans la transmission de l'histoire locale. Je m'entretiens ensuite avec Anthony Lefort, archéologue à l'INRAP et responsable des fouilles de la plage d'Urville-Nacqueville. Il détaille les méthodes de prospection utilisées et ses découvertes datant de l'âge du fer. Bonjour Floriane Anger-Valogne. Bonjour Jacqueline. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Avec plaisir. Lieu emblématique du Cotentin qui date du XVIe siècle et qui a eu plusieurs vies. Oui, c'est ça, puisqu'au tout début, c'était une ferme fortifiée, donc avec une vocation défensive. On a encore les traces d'une échauguette, d'une meurtrière, d'une tour circulaire. Et au fur et à mesure des siècles, le bâtiment s'est anobli, donc des familles nobles l'ont occupé et l'ont agrémenté de caractéristiques nobles comme un pigeonnier, une boulangerie, une chapelle, qui en fait un établissement patrimonial vraiment typique du Cotentin. Ensuite, ça a été exploité comme exploitation agricole en fait pendant des siècles. Pendant le XXe siècle, ça a été occupé par divers fermiers qui l'ont exploité. Et puis en 1995, ça a été acheté par le Conservatoire du Littoral, qui est encore aujourd'hui le propriétaire du bâtiment et des terrains. Et ensuite, en 1998 jusqu'à 2002, ont eu lieu des énormes travaux de rénovation menés par la commune de La Hague, qui aujourd'hui exploite l'établissement. Et depuis 2002, Floriane, ce bel endroit est accessible au public ? Oui, donc depuis son ouverture en 2002, le manoir du Tour est devenu un lieu de référence pour la découverte du patrimoine local, de La Hague et du Cotentin. Et on essaye de donner au public les clés de compréhension du territoire au travers plein d'activités, un parcours spectacle immersif qui est notre principale attraction, mais aussi des expositions temporaires, des animations, des manifestations pour en faire un lieu vivant et accessible à tous. Et depuis quelques années, aujourd'hui, le manoir du Tour se positionne pour être la maison d'accueil du Géoparc, label auquel prétend la commune de La Hague. Ce projet de Géoparc, c'est un gros projet, Floriane. On va en parler. On rentre dans le pigeonnier pour se poser ? Allons-y. Ce label Géoparc, c'est un label qui est lié à l'UNESCO. Oui, il est décerné par l'UNESCO pour mettre en valeur les territoires qui ont un patrimoine géologique exceptionnel. On peut voir dans La Hague les traces de 3 anciennes chaînes de montagnes. On y trouve les plus anciennes roches de France, donc qui en fait un territoire vraiment exceptionnel au niveau géologique. Donc avec le label de l'UNESCO, on doit mettre en place plein d'actions de sensibilisation à l'environnement et au développement durable, ce qui est le cas au Manoir du Tour, où aussi on a développé une offre pour faire découvrir au public la géologie de La Hague, qui est forcément un sujet qui n'est pas très facile d'accès, mais grâce à un film qui est diffusé dans la chapelle, qui s'appelle La Hague, récit minéral d'une planète en mouvement, et aussi à une frise des temps géologiques qui raconte l'histoire de la Terre, donc sur 4,6 milliards d'années, dans lequel on a replacé l'histoire de La Hague. Vous nous parliez d'archéologie, Floriane. Il y a quelques années, vous avez accueilli ici une exposition particulière. Oui, l'exposition Le Peuple des Dunes, qui visait à valoriser les fouilles archéologiques réalisées par Anthony Lefort sur la plage d'Urville-Nacqueville, dans laquelle il a découvert un village gaulois. On va tout de suite en reparler. Merci beaucoup, Floriane Anger-Valogne. Merci à vous. On reparle de ces fouilles à Urville tout de suite avec Anthony Lefort, chercheur à l'INRAP. Bonjour Anthony Lefort. Bonjour. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à Urville et à ces fouilles archéologiques ? Alors, Urville, c'est un site que j'avais vu passer au cours de mes études. Parce que j'avais déjà amorcé mon projet de recherche sur les relations transmanche à la fin de l'âge du fer, à la fin de l'époque celtique. Et ce site-là était déjà passé dans mon radar. Et quand j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir interroger ce site dans le cadre d'une thèse, j'ai saisi l'occasion. Et non, mais par contre, je pensais pas que ça allait m'amener justement à développer une relation aussi particulière avec ce territoire. Parce que ce sont des découvertes assez incroyables qui ont été faites sur ces plusieurs années de fouilles. Oui, puisqu'on a fouillé en gros entre 2009 et 2017, avec très peu d'interruptions, entre 2014 et 2015, je crois, de mémoire. Donc évidemment, plusieurs années de fouilles. Et donc forcément, qui m'ont amené à m'installer, moi, justement,
Dans le Cotentin, grâce justement, enfin, ou à cause, c'est selon, de ce projet de fouille qui m'a fait découvrir ce territoire auquel je suis très attaché maintenant. Alors sur place, vous avez fait des découvertes et ce qui vous ont permis de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a des années avant nous. Et bah oui, oui, évidemment. Parce que moi, je suis arrivé pour fouiller ce site-là, justement, dans le but de répondre à des problématiques bien précises. Et donc, le but, en gros, c'était de documenter les relations qu'ont pu entretenir les populations gauloises de Normandie, notamment, et les autres populations celtiques installées sur les rives du sud-centre de l'Angleterre, donc en gros le Dorset, hein, pour faire simple. Et évidemment, les résultats qu'on a obtenus sur cette fouille ont dépassé un peu nos espérances. Vous en avez appris sur le quotidien de ces Gaulois ? Oui, alors le quotidien, ça c'est un peu justement, c'est notre pain quotidien, hein, c'est le sujet qu'on développe le plus. Mais là, on a pu aller bien plus loin que ça, puisqu'on a pu étudier justement les interactions économiques, sociales entre deux populations différentes, et même aller encore plus loin que ça, hein, puisqu'on a pu finalement illustrer, renseigner en tout cas quasiment toutes les étapes de la vie d'un Gaulois sur le site d'Urville-Nacville depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il y a un objet ou une chose en particulier que vous avez trouvé qui vous a particulièrement marqué ? Non, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est pas spécialement des objets, mais c'est plutôt les sépultures qu'on a pu découvrir à proximité de l'habitat qu'on fouillait initialement, et qui donne du relief, justement, hein, encore plus de relief à ces découvertes-là, puisque là on touche directement l'homme, quoi. On touche l'humain, et effectivement, on a notamment des sépultures de tout petits, hein, des enfants qui sont nés qui sont décédés, pardon, dans les premières semaines de leur vie, et ça c'est particulièrement touchant. C'était un chantier qui n'a pas été facile à réaliser parce qu'il y a des conditions extérieures auxquelles s'adapter, notamment les marées. Oui, alors oui, évidemment, c'est un terrain, l'estran, hein, sur lequel on a fouillé, c'est un terrain sur lequel on n'a pas l'habitude d'intervenir en archéologie, et qui implique justement, oui, des problématiques techniques bien spécifiques qui sont liées justement, par exemple, vous l'évoquiez, hein, aux marées qui recouvrent le site quotidiennement. Donc il a fallu s'adapter, mais voilà, avec toutes les contraintes liées forcément à l'humidité, les infiltrations d'eau qu'il a fallu aussi gérer. Mais toutes ces contraintes-là ont aussi un côté très, très bénéfique pour nous, c'est qu'ils participent de la très bonne conservation des vestiges. Et ça, c'est justement ce qui fait le grand intérêt du site d'Urville-Nacville. C'est qu'on a accès, grâce à cette humidité constante depuis l'abandon de ce site-là, à des données qui disparaissent très rapidement dans les contextes sédimentaires habituels. C'est-à-dire, ce que je dis souvent, hein, c'est que si on avait fouillé ce site 200 mètres à l'intérieur des terres, on n'aurait absolument pas eu toutes les données qu'on avait là. On n'en aurait même pas eu la moitié. Merci beaucoup, Anthony Lefort. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Pour découvrir nos autres podcasts ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur podcast.encotentin.fr ou sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, #CotentinUnique.